Alors, Vanessa, c'est toi ouais, donc qui commence. bienvenue à vous tous. Et on voit qu'il y a des gens qui viennent de toute la France et qui sont venus aujourd'hui pour voir comment améliorer leurs moyens de retrouver du temps pour les choses qui sont importantes pour elles. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est génial hein, pour des gens qui sont intéressés par cet équilibre du temps, d'arriver à prendre 1 heure pour vous entre midi et deux pour discuter ou échanger ou prendre du recul sur ce sujet. Félicitations à vous. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que ce moment soit interactif. Alors, comme on est une trentaine, nous compris, la proposition, c'est plutôt que vous essayiez d'interagir dans le chat, parce qu'on ne va pas tous pouvoir prendre la parole. Donc, pas hésiter à réagir dans le chat, poser vos questions. Marina et moi, on va essayer au fil de l'eau de prendre des questions et puis de garder un petit temps à la fin s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été adressées pendant cette présentation. Ouais. Alors donc juste précision aussi, excuse-moi, je te coupe Vanessa, mais le webinaire est enregistré, donc il sera disponible aussi en replay, mais donc aussi pour que vous soyez informés du fait que ce webinaire est enregistré. Voilà. Ouais, merci Marina pour ce rappel important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide de Marina et moi. Donc, je vais commencer. Donc, moi, je suis maman de 2 ados. Je suis ingénieure GPR 97. J'ai passé 25 ans de ma vie dans l'industrie, d'abord comme consultante en système d'information, puis ensuite comme directrice de programme et manager chez Sanofi. Donc, beaucoup de sujets autour de la transformation digitale. Et puis, je me suis lancée il y a 2 ans dans une reconversion comme master coach pro. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je travaille sur deux types d'accompagnement. Euh, plutôt un premier accompagnement destiné aux particuliers sur reprendre sa vie en main. Donc, j'accompagne là plutôt des personnes qui sont débordées, qui ont l'impression de subir leur vie et donc beaucoup autour des sujets d'équilibre pro-perso. Et puis, vraiment, mon cœur d'activité, donc on va dire le premier, c'est plus pour le plaisir et le deuxième, mon cœur d'activité, qui est aussi un plaisir, bien évidemment, mais qui est de travailler à aider les organisations à retrouver de l'élan. Donc, en fait, j'accompagne plus particulièrement, soit en individuel, soit en collectif, les entreprises qui ont des équipes qui sont en perte de vitesse ou en perte de performance, à essayer de comprendre pourquoi, que ce soit des problématiques organisationnelles ou plutôt facteurs humains. Et donc, avec ma double casquette, experte en transformation et coach, je peux accompagner ces entreprises dans retrouver de l'élan et redonner une dynamique à ces équipes-là. Voilà. Et je passe la main à Marina. Oui, alors bonjour à tous. Alors déjà, je m'excuse parce que je suis un petit peu malade et je pense qu'elle s'entend dans ma voix. Donc, j'espère que malgré tout, ça pourra aller et que je ne perdrai pas ma voix avant la fin du webinaire. Alors moi, je suis Issa aussi, donc GCU 2004 pour ma part. Donc voilà, je vais bientôt pouvoir fêter les 20 ans, les 20 ans de sortie. J'ai travaillé depuis ce temps-là quasiment ouais, depuis le début dans l'ingénierie des transports urbains. Et puis là, depuis un peu une grosse année, disons, tout en continuant à effectuer des missions, mais de manière plus indépendante, je me suis penchée sur divers sujets qui m'intéressaient beaucoup, notamment tout ce qui touche à l'aspect écologie, à l'aspect sobriété, transition, enjeux climatiques, et au niveau enfin, de la sobriété en général, au niveau familial et aussi avec une proposition de cercle de parole pour les femmes ingénieures. Et puis, je suis également maman de 3 enfants qui ont entre 8 et 13 ans. Et ce que j'ai créé, ça s'appelle mon organisation durable. C'est encore à géométrie assez variable. Je propose des ateliers, diverses choses qui tournent autour de 5 thèmes. Donc, la gestion du temps dont on va parler aujourd'hui, parce que ça reste quelque chose d'essentiel pour pouvoir se sentir bien et voilà, à pouvoir avoir du temps pour les choses qui nous sont vraiment importantes. L'organisation de la maison, tout ce qui va toucher la consommation et derrière, en fait, c'est la limitation de la surconsommation, l'alimentation et la relation aux médias. Alors, certains d'entre vous étaient peut-être là lors d'un webinaire que j'avais pu animer aussi pour les alumni de ça avec Hubert de Saint-Louvent par rapport au, à- au fait de gérer sa relation à tous les écrans qui nous entourent aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est sur le premier thème, cette gestion du temps si importante au quotidien.
Alors pour ça, le petit sommaire qu'on vous propose hein, sur un temps qui donc se veut limité pour ne pas justement vous prendre trop de temps, on sait qu'il est précieux. On va rapidement brosser un petit peu le contexte de pourquoi ce webinaire, pourquoi cette question-là. Euh, Ensuite, Vanessa va vous décrypter les mythes de l'équilibre de vie qu'elle connaît par cœur. Et c'est très intéressant pour comprendre un peu des fois ce qui se passe inconsciemment dans nos cerveaux. Ensuite, eh ben, là, on abordera les trois clés qu'on vous a promises, qu'on a choisi de vous apporter aujourd'hui pour se libérer du temps. À vous de voir laquelle ou lesquelles vont pouvoir peut-être vous aider à vous améliorer dans ce domaine. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et puis ce temps d'échange, de questions-réponses qu'on prévoit sur la fin. Alors, le contexte, bah, c'est tout simplement de quand on se sent soit stressé et ou fatigué et qu'on peut se dire régulièrement, parce qu'on se le dise de temps en temps, ça je pense que c'est absolument normal, mais pourquoi la journée n'a que 24 heures? Euh, on se sent, on se sent pas à sa place, on a l'impression de jamais être assez, bah, par exemple à la maison et en même temps jamais au boulot. Donc, c'est des tas de conflits un petit peu intérieurs qui nous minent. Et puis, en plus, au final de ça, on se dit, mais en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est faire de la musique, c'est aller me promener en forêt, c'est avoir plus de temps avec mes amis, avec mes enfants. Et puis, on a l'impression qu'on n'a pas du tout assez ce temps, voire pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, qui est pas du tout agréable et donc qui nécessite, enfin, quand on s'en occupe et qu'on le retrouve, on se sent vraiment beaucoup mieux. Donc, vous êtes peut-être dans ce cas-là, si vous êtes là, c'est peut-être que vous l'avez déjà ressenti et que vous essayez justement de naviguer pour essayer de retrouver des meilleures sensations, de vous sentir plus aligné avec votre gestion du temps et ce que vous faites de vos journées. Alors, en tout Avant cas, de passer à la suite, Marina, est-ce que vous pouvez nous oui. dire si vous vous reconnaissez dans ces, juste un petit oui ou un petit non pour nous dire si vous reconnaissez dans ces symptômes, on va dire, des personnes qui ont du mal à trouver du temps pour elles? Oui, effectivement, Donc des oui, des ah oui. bah oui, il y a des oui. Ouais. Moi, ce que je peux peut-être juste rajouter, Marina, c'est souvent, il y a aussi un sentiment de s'être oublié et donc finalement, qui est une sensation de décentrage, c'est-à-dire en fait, le centre de gravité, et je vois des oui, donc c'est on est bonnes personnes sont là. Ouais, un sentiment que finalement, toute votre vie s'est centrée autour de la famille et du boulot et qu'il n'y a plus du tout de temps pour vous. Et j'en profite pour glisser ça, Marina, parce que j'en parle normalement plus tard dans la présentation, Oui, mais ça sera fait, c'est que souvent on parle d'équilibre pro-perso. Et en fait, ce qui est très important pour moi, c'est plutôt de parler d'équilibre pro-perso et familial, parce qu'en fait, le perso ouais, n'est pas le familial. Quand on est parent, on passe énormément de temps avec ses enfants. Et en fait, quand on fait un amalgame entre le perso et le familial, on oublie que le perso, c'est vraiment soi. Et donc, voilà, c'est important de se recentrer dans quelque chose qui va laisser du temps à la famille, au boulot et aussi à soi personnellement. ouais, effectivement, là, le perso, des fois, ça c'est, ouais, je sais que t'en parlais un petit peu après, mais ça vient très à propos. Et, euh, et c'est souvent ça, cette dernière partie là, la troisième, la troisième roue du carrosse qui est oubliée. Ok, donc on a des oui, donc on a quand même des gens là qui se reconnaissent dans ce tableau. Voilà, bon équilibre, mais quand même, on se reconnaît. Alors oui, le petit contexte pour vous dire, mais donc vous vous en doutez, bien évidemment, vous n'êtes pas seul. Il y a des tas d'études le montrent. Hein. Alors on a par exemple une étude bah, assez récente, à la PEC 2023, qui avait montré que 52% des femmes et 41% des hommes, donc cadres, qui disent d'eux-mêmes éprouver des difficultés à trouver un équilibre. Alors on parle de cet équilibre pro-perso et donc pro, familial, perso, enfin voilà, en tout cas, à se sentir à l'aise avec la répartition du temps qu'ils font dans leur journée. Donc c'est quand même, même si c'est un tout petit peu plus féminin, on voit que les hommes, 41%, hein, on est autour de la moitié, c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Dans cette même étude de l'APEC, il y a aussi, alors là c'est uniquement sur les femmes, hein, mais quelque chose d'assez parlant, qui montre que 18% des femmes ont déjà, ou régulièrement, repoussent leurs rendez-vous médicaux, voire les annulent, c'est-à-dire se font vraiment passer, même leur santé, après tout le reste.
Et, et on peut effectivement penser que c'est pas normal quand on en arrive là. C'est qu'il y a quand même un vrai sujet. Et encore un chiffre, 34% des cadres français qui déclarent travailler pendant leur congé. Bah oui, oui, ça, je pense que on l'a tous fait, mais on sait aussi que parfois, il faut vraiment ne pas le faire pour pouvoir décrocher et avoir du temps pour soi, vraiment. Alors, si ça veut bien passer, voilà. Et là, on aborde les fameux mythes que Vanessa va vous décrypter. Ouais, donc retrouver du temps pour soi, je pense que c'est un sujet sur lequel certainement beaucoup de vous ont déjà essayé de travailler et peut-être ne sont pas arrivés parce que souvent on a des idées un peu faussées sur ce que c'est que trouver le bon équilibre entre sa vie pro, perso et familiale. Et là, j'ai listé 4 mythes qui peuvent expliquer pourquoi des fois on travaille où on va dans la mauvaise direction. Le premier point, c'est le mythe des parts égales. Bien évidemment, quand on parle d'équilibre, on n'est pas en train de chercher une balance où on va avoir vie pro d'un côté, vie perso de l'autre, et ça va s'équilibrer. On est dans un équilibre qui nous permet d'assouvir nos aspirations profondes, qui nous permet d'être alignés avec ce qu'on a envie de faire. Et bien évidemment, Marina et moi, par exemple, on n'a pas les mêmes aspirations. Et donc, notre équilibre de vie pro et perso, il n'est pas du tout le même. Parce que moi, j'ai des enfants plus âgés, parce que moi, je suis en reconversion depuis moins longtemps que Marina. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font que notre équilibre ne va pas du tout avoir l'objectif d'équilibrer le perso et le pro. Voilà, alors c'est peut-être évident, mais je pense que c'est important quand même de le rappeler. Certains peuvent bosser beaucoup et ça leur va, et certains ont besoin d'un temps de travail qui est moindre, et c'est juste, chacun a le droit de viser un équilibre qui lui est propre. Le mythe de la séparation parfaite, c'est tout bête aussi, c'est que pendant très longtemps, on a cru que pour trouver l'équilibre entre sa vie pro et sa vie perso et arriver à se garder du temps perso, il fallait absolument faire une séparation parfaite entre les deux. Et en fait, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est faux et même que c'est devenu impossible parce que les outils digitaux font que cette séparation est devenue de plus en plus difficile. Le télétravail fait qu'on mixe le pro et le perso de plus en plus. Et là encore, chacun va trouver la séparation ou le mode de séparation qui lui convient. Pour certains, et c'était mon cas pendant mon salariat, il s'agissait vraiment de couper, de m'interdire de bosser en vacances, voilà, pour trouver un certain équilibre. Et pour d'autres, ça va être plutôt justement d'avoir un mix ou quelque chose qui est pour eux et qui va permettre en journée d'aller à un rendez-vous je ne sais où et de retravailler le soir pour rattraper le temps qui n'a pas été fait en journée, etc. Donc là, c'est pareil. En fait, l'objectif n'est pas de trouver une séparation parfaite et chacun va trouver la séparation qui lui est juste. Voilà. Le mythe de l'équilibre constant. Alors, vous êtes tous ingénieurs, vous savez tous que dès qu'on est en équilibre, en fait, on repasse en déséquilibre. L'équilibre parfait est quand même difficile à trouver. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que finalement, c'est un travail de toute une vie. Parce que le jour où vous trouvez votre équilibre, vous changez de boulot et votre équilibre, il est déstabilisé. Votre enfant, un de vos enfants devient plus autonome et part de la maison et ça modifie aussi cet équilibre. Donc, avoir en tête qu'en fait, ce qui est bon à un moment n'est pas bon à un autre. Et ça, pareil, hein, je pense que je vous apprends rien, mais c'est important de l'avoir en tête parce que finalement, c'est presque un peu frustrant. Hein, à chaque fois qu'on arrive à un plateau d'équilibre, il faut retravailler sur la suite parce qu'il peut y avoir des choses qui ont changé. Donc, c'est un travail de toute une vie et c'est ça qui rend le sujet intéressant et qui, moi, me passionne. Voilà. Et puis, le dernier mythe qui, pour moi, est le mythe de la solution universelle. Malheureusement, il n'y a pas de solution universelle. Et sinon, on serait ravis de vous présenter la solution universelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'existe pas. Et que ce n'est pas parce que votre collègue assis juste en face de vous, juste à côté de vous, a décidé de poser une journée par mois, le premier vendredi du mois, tous les mois, parce que ça lui permet de trouver son équilibre, que ça va marcher pour vous. Et vous l'avez peut-être déjà essayé. Vous avez peut-être essayé de coller une solution qui marchait pour quelqu'un d'autre et vous êtes très rapidement rendu compte qu'en fait, cette solution, elle ne marchait pas pour vous parce que ça ne correspond pas à votre mode de fonctionnement, ça ne correspond pas à vos aspirations, etc. etc. Donc, malheureusement, ni Marina ni moi n'allons pouvoir vous donner une solution toute faite sur un plateau. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Voilà, ça vous parle ces mythes? Ouais, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience, qui vous paraissent
à laquelle vous avez déjà Et réfléchi, vous dites: «Ah voilà, bah oui, bien sûr». et je vois Vincent qui nous dit qu'il est tout à fait OK avec la distinction famille, le reste, quoi que ce Mmh. soit, et l'individuel en effet, hein, et dans l'individuel, merci de le rappeler, Vincent, on peut mettre, l'associatif, le temps en fait, c'est moi ce que j'appelle le temps personnel, c'est le temps qui nous ressource. C'est, le temps qui va nous donner de l'énergie pour être capable de faire tout ce qu'on a à faire dans sa vie familiale et dans sa vie professionnelle. Et là encore, hein, ça va dépendre de chacun. Il y en a pour qui ça va être marcher en forêt, il y en a pour qui ça va être hyper actif et être dans plein d'associations. Mais c'est ce temps qui, en fait, est nécessaire pour que chacun retrouve de l'énergie et se sente pleinement entier, en fait, et pas le sentiment d'avoir une partie qui lui manque. Parce que, ben, je vous apprends rien, très peu de personnes sont capables d'être pleinement entiers et équilibrés en ne consacrant du temps que à leur vie professionnelle et que à leur famille. Ouais, ça c'est certain. Et puis pour Sandrine, oui, les mythes qui viennent évidents quand on teste des choses différentes. Bah voilà, c'est ça, c'est quand on s'y met, quand on teste et qu'on essaie de prendre du recul, finalement ces mythes se démystifient un petit peu. Mais parfois, au début, ou enfin quand on commence à se poser la question, c'est des choses qui paraissent évidentes et alors qu'elles ne le, enfin qu'on croit un peu comme ça inconsciemment, alors qu'en fait non. Et ça en revient à ils reviennent tous un petit peu au dernier mythe de la solution universelle. Ben non, c'est chacun qui doit trouver sa solution et non seulement pour chaque personne et en plus de ça, à chaque instant. Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on sait, c'est plus facile aussi de justement s'adapter et de trouver, la bonne solution, en tout cas une bonne solution au moment présent. Alors je passe, là voilà, si ça veut bien passer, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 clés, Vanessa, je te laisse les présenter, puis après, Ouais, je donc oui, pardon, prendrai la main. trois clés. Donc en fait, il y en a plein des clés, hein. Comme vous l'avez compris, chacun va trouver sa solution. Marina et moi, là, on a essayé d'identifier 3 sujets qui reviennent de manière assez prépondérante à chaque fois qu'on travaille avec des personnes sur l'équilibre pro-perso ou sur comment se libérer du temps pour soi. Un, c'est définir vos aspirations profondes. En fait, de quoi vous avez envie. Et bien évidemment, vos envies, vos aspirations ne sont pas les mêmes que votre voisin. Marina va vous expliquer plus en avant. Vous libérer d'un certain nombre d'automatismes. Et là, on a pris l'exemple du perfectionnisme, parce que Marina et moi, on a travaillé pas mal avec les femmes et c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais les hommes n'en sont pas dépourvus non plus. Et puis, il y a souvent quelque chose qui revient autour de définir vos limites clairement, afin de pouvoir ne pas vous laisser empiéter et garder votre partie temps perso sans laisser le reste empiéter dessus. Voilà. Et on va vous présenter rapidement ces 3 clés avec un petit exemple pour chaque. Je te redonne la main, Marina. Oui. Alors pour les aspirations profondes, alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de se dire, c'est en fait, ce dont parlait, Vanessa juste avant, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, puis surtout qu'est-ce qui va me redonner de l'énergie? Qu'est-ce qui, quand je le fais, fait remonter la jauge et me fait vraiment du bien? Je sens que ça me permet après d'affronter, tout le reste, si tant est que ce soit un affrontement. Mais voilà, alors ça, c'est hyper personnel parce que, comme vous pouvez le dire, des fois, c'est, le ressourcement, seul en forêt. Pour d'autres personnes, ça va être au contraire d'être, entouré de plein de monde, de participer à des choses très activement. D'autres, peut-être d'aller jouer de la musique. D'autres, pourquoi pas, de jouer avec leurs enfants, mais que ce soit un jeu et que ce soit pas, forcément, faire les devoirs ou d'autres, d'autres obligations. Donc ça, c'est hyper personnel, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, souvent on se dit: «Oui, ça, en fait, quand je fais ça, c'est vrai que ça me fait toujours du bien. Je pourrais le faire pendant des heures, ça me donne de l'énergie». Donc c'est de ça qu'on parle. On peut le rapprocher un petit peu des valeurs. En tout cas, c'est, vraiment la partie des choses où, c'est nous, quoi. Et ça, on a besoin de le faire pour se sentir bien, pour sentir qu'on vit pleinement. Donc l'idée ici, c'est pour commencer à se dire, quand on dit retrouver du temps pour ce qui est important, en fait, ce qui est important pour chacun, ça va être complètement lié, évidemment, ses aspirations profondes. Donc, pour pouvoir dégager du temps pour ça, bah, déjà, la première chose, c'est de les identifier. Donc ça, effectivement, c'est de repenser, c'est pourquoi pas donc de visualiser des situations dans lesquelles vous sentez que vous êtes vraiment bien, que ça vous fait du bien. Vous sentez que quand vous
Vous vous mettez au piano, ça vous donne une énergie de fou. Vous sentez, vous vous visualisez, vous vous voyez en train d'avoir le temps d'aller chercher vos enfants une fois par semaine et ça, vous savez que c'est à l'école, alors que jusqu'à maintenant, vous ne le faites pas et ça, vous sentez que ça va vous faire du bien. Vous vous visualisez en train de le faire, vous voyez que ça vous fait du bien. Ou toute autre situation et vous ressentez le bien que ça vous apporte d'être dans cette situation en la visualisant de manière à ce que vous soyez persuadé en vous-même du bien que ça pourra, que ça va vous faire de trouver du temps pour ça, de trouver plus de temps pour ça. Ensuite, comme vous avez fait pour cet exercice, bah, il va falloir évidemment les prioriser parce que là non plus, je ne vous apprends rien. On ne change pas toute sa manière de faire et d'organiser ses journées et de voir les choses comme ça d'un coup de baguette magique ce qui fonctionne le mieux et ça, je crois qu'on l'a chacun expérimenté, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Donc on priorise pour pouvoir identifier ce premier petit pas qui va nous permettre de libérer, de prioriser quelque chose pour faire ce qui nous importe vraiment au fond de nous. Donc voilà, en 4 étapes un petit peu par rapport à ce thème des aspirations, ce qu'on avait envie, de vous partager, pour y réfléchir. Dans un deuxième slide, là, je vais vous partager un exemple, hein, moi, que j'ai connu. Donc c'était un papa, de 2 enfants, en bas âge et qui était devenu, manager. Et donc, en fait, au début de ça, il était vraiment un peu dans un mode panique parce qu'il se trouvait jamais suffisamment au travail et en même temps, il aurait voulu être, plus présent pour ses enfants, d'autant plus qu'il avait, sa conjointe était infirmière, donc avec comment dire? Un emploi du temps, pas du tout constant, qui variait sans cesse, et puis avec des horaires, décalés. Donc lui non plus ne pouvait pas avoir une organisation un petit peu constante et en fait, c'était vraiment la panique. Il s'épuisait complètement là-dedans. Et finalement, en y réfléchissant avec lui, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 2 aspirations profondes pour lui qui étaient être un bon manager engagé et pour lui, il y avait voilà, il y avait aussi cette notion de présence, de pouvoir être là et puis être suffisamment disponible, pour ses enfants et les 2 en même temps étaient clairement en conflit au début. Donc finalement, après, en travaillant sur ça, en acceptant qu'il avait ces 2 envies-là, il a pu trouver qu'il pouvait être un bon manager, par contre, sans forcément être toujours le premier arrivé et le dernier parti. Et en acceptant ça et en voyant aussi le temps qu'il arrivait à se dégager et la sérénité qu'il arrivait à se dégager en acceptant, tout simplement cet état de fait, bah, il a réussi à trouver un bien meilleur équilibre, même avec des emplois du temps variables, sur les semaines et au dire de ses équipes, il est devenu un bien meilleur manager, donc c'était parfait. Deuxième clé, donc faire taire la voix du perfectionnisme. Alors comme, Vanessa vous l'a dit, le perfectionnisme, ça fait partie d'un ensemble de 5, enfin on en parle souvent de 5 ce qu'on appelle pilotes inconscients, hein, qui sont des choses qu'on s'est beaucoup entendu répéter et puis que des fois auxquelles on répond de manière, absolument automatique sans même s'en rendre compte. Donc les autres sont en dessous, hein, comme, sois fort, dépêche-toi, fais des efforts, et donc il y a ce fameux «soi parfait» du perfectionnisme, qui effectivement est peut-être un petit peu plus féminin que masculin, mais il est quand même très, très parlant. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? Donc bon, le perfectionnisme, hein, c'est évidemment avoir, envie que tout soit toujours parfait parce qu'on se dit que ça voilà, que c'est mieux, puis nous-mêmes, on se sent plus satisfait d'avoir fait quelque chose de parfait. Mais on sent aussi que c'est très vite, la course à ne faire plus que ça et finalement à faire, plus que ce qui serait nécessaire dans une situation donnée. Donc l'idée, ça va être de se dire rétrospectivement, par exemple, ou à un moment donné, si la situation se présente: «Là, je je faisais ou j'ai quelque chose à faire, j'ai une situation spécifique et j'aurais envie de le faire parfaitement». Mais on se dit: «Ah, mais si je le fais parfaitement, ça va me prendre la soirée». Et là, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux pas m'autoriser à que ce ne soit enfin, au fait que ce ne soit pas parfait?» Et du coup, se dire: «Je me donne cette autorisation et voilà, j'en reste là et je ne vais pas y revenir parce que je vais comme ça me libérer du temps». L'exemple, qui était, revenu, c'est, le fameux dossier que vous avez à finir. Il est fait, hein, et vous l'avez, voilà, il est à 99 finalisé, mais là, vous vous dites un soir, «Ah, j'ai peut-être pas encore tout relu, il y a peut-être encore quelques fautes d'orthographe, ce serait bien et tout». Bon,
Bah là, non, en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est plutôt de passer une soirée tranquille chez vous. Et ben, vous pouvez vous dire: «Je m'autorise à ne pas rouvrir l'ordinateur, à faire cette dernière ou pas d'ailleurs, relecture. Je ne touche pas à mon ordinateur et je passe la soirée que j'avais envie de passer. Je me suis donné cette autorisation et ça sera très bien comme ça. Le dossier sera largement, aussi bon que enfin, sera tout à fait accepté en l'état. Je n'ai pas besoin d'y repasser ma soirée. Je prends du temps pour moi». Alors l'exemple qu'on vous a mis là, c'est un exemple qui nous a parlé à toutes les 2, à Vanessa et moi, très peut-être très féminin, mais bon qui a le mérite de voilà, d'être parlant. C'est, de ne pas accepter, en tout cas de se sentir très mal de recevoir du monde si, la maison n'était pas nickel et avec un repas, presque digne de Bocuse, servi, sur des plateaux d'argent. Donc là, j'en rajoute un petit peu, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Résultat, ce genre de choses, évidemment, quand on se met un tel niveau de perfection en tête, bah, ça devient vite, autre chose que du plaisir et bah, toutes les 2 à des manières différentes, à des moments différents, on s'est rendu compte avec Vanessa, donc en gros, on s'est dit: «Mais non, mais attends, moi, ce que j'ai envie, c'est de passer du bon temps, en fait, de profiter des personnes que j'ai, qui viennent chez moi. C'est pas de me stresser, pendant toute la journée, toute la soirée, encore le lendemain pour tout ranger, non, c'est pas de ça que j'ai envie, donc je vais faire un truc beaucoup plus simple. Je vais accepter que ce soit pas parfait, finalement, ce sera beaucoup plus confortable, peut-être même demander de l'aide aux invités, ça se fait aussi et on passe un bien meilleur temps tous ensemble comme ça et finalement, c'était ça dont on avait vraiment envie. Donc se donner l'autorisation de se dire: «Ce sera pas parfait, mais ce sera très bien quand même» et du coup, et ben, avoir beaucoup plus de plaisir à avoir, du monde, à la maison. Marina, si je peux rajouter juste pour étayer un peu l'exemple, Oui, avec cette histoire d'autorisation, c'est vraiment se dire: «Quelle est la petite autorisation que je peux me donner?» En ce qui me concerne, je ne suis pas passée de Bocuse aux apéros dînatoires en une semaine. Pour expliquer les petites autorisations, c'est que j'ai commencé par me dire: «Allez, au lieu de mettre 2 verres, je vais mettre un seul verre» ou, enfin voilà, je vais demander aux invités d'apporter, l'apéro ou voilà. Et en fait, juste pour insister un peu sur cette histoire d'autorisation. Donc, c'est bien vous dire à quel endroit est-ce que je peux me donner une autorisation qu'aujourd'hui je ne me donne pas. Et je ne dis pas que c'est facile de se la donner, parce que sinon vous l'auriez fait avant. Et donc, c'est identifier le petit pas. Et donc là, quand on est dans le système des autorisations, on est vraiment dans le petit pas, c'est-à-dire une première autorisation. Et ce qui est génial, c'est que ce système des petits pas et des petites autorisations, eh bien, il est exponentiel. Et donc, au début, on s'autorise à mettre moins de couverts sur la table. Et à la fin, moi, des fois, je ne fais plus rien, hein. Tout le monde amène à manger et moi, je fais zéro. Et ça, jamais je l'aurais envisagé il y a quelques années. Voilà, donc c'est un exemple un peu simpliste, mais qui est vrai aussi pour un dossier, qui est vrai aussi pour, voilà, c'est se dire au début, avant, je faisais 10 relectures pour vérifier que c'était bon. Au début, je m'autorise d'en faire que 9, et puis plus tard, je m'autoriserai d'en faire que 5, et puis voilà. Et c'est vraiment ça, c'est se donner des petites autorisations et en fait découvrir que cette autorisation ne fait pas s'écrouler le monde autour de nous. Et en fait, les perfectionnistes, souvent, on a l'impression que ça va être la cata si on ne fait pas parfait. Sauf qu'en fait, on peut viser l'excellence et on n'a pas besoin de viser la perfection. Voilà. Et je me ouais, suis mis effectivement, une c'est petite phrase à se répéter souvent: mieux vaut fait que parfait. Donc, c'est un peu ça, c'est mieux vaut inviter, même si c'est pas parfait, que de ne plus inviter du tout parce que c'est trop de boulot. Voilà. ouais. Je vois une remarque de Xavier: «Quand on est perfectionniste, on n'a jamais fini de refaire, relire, on trouverait toujours quelque chose de mieux. Il faut donc en effet arriver à s'arrêter et accepter que ce soit ainsi». Exactement. Et en fait, à nouveau, Xavier, l'idée, c'est de ne pas arrêter du tout au tout, mais c'est vraiment de s'autoriser et en fait, enfin, on se rend compte petit à petit qu'on est capable de s'autoriser bien plus que ce qu'on pensait, mais en se donnant des autorisations successives. Voilà. Ouais, J'espère que ça vous parle. c'est les petits pas, hein, dont on en Voilà. reparlait, hein, on avait ça au début, toujours les choses, on les change pas radicalement, mais par contre, s'autoriser et se dire: «Je fais ce petit changement» et petit à petit, petit changement après petit changement, on arrive à changer les choses un petit peu plus en profondeur. Et ça fait vraiment du bien. Au bout d'un moment, on peut assez vite voir le chemin parcouru et on n'aurait jamais pensé arriver à changer autant de choses si évidemment on avait fait le changement, d'un coup d'un seul. Alors je reprends aussi dans le chat, il y avait différentes choses, sur les outils, oui. Alors,
J'ai répondu au fil de l'eau, Marina. Ouais, Oui, d'accord, oui. il y a eu Ah des oui, et puis questions pour sur est-ce qu'il a Costas, des... alors oui, il est Ouais. toujours bien papa et ses enfants, j'imagine, sont plus contents. Mais moi, pour le coup, j'avais eu des contacts avec ses collègues, c'est pour ça que je m'étais permis de dire que ses équipes le trouvaient bien meilleur manager. Alors par contre, j'ai pas eu de contact avec ses enfants, effectivement. Parfait. Alors, on va continuer sur la troisième clé que vous voulez vous partager. Je te laisse la main, Vanessa. Ouais. Donc sur cette troisième clé, on est sur définir ses limites. Est-ce qu'il y en a qui sont concernés par cette problématique d'avoir le sentiment de ne pas arriver à faire respecter ses limites, de ne pas arriver à oser dire non? Est-ce que ça vous parle ou pas? Ou est-ce que vous vous sentez concerné? Ouais, Arnaud. Bon, au moins une personne. Ok. Bon, donc pas beaucoup de répondants, donc je dois être la seule à avoir du mal à faire respecter mes limites avec Arnaud. Voilà, donc je vais quand même vous expliquer rapidement. En fait, vous avez peut-être remarqué que souvent, dans le développement personnel, on retrouve un sujet qui est oser dire non. Ça peut arriver, ok. Qui est oser dire non. Voilà. Et moi, j'insiste beaucoup sur le avant de oser dire non. Travaillons déjà à identifier nos limites et à les faire respecter. Parce que finalement, plus que de travailler le oser dire non, moi, je trouve que c'est un peu le principe, faisons de la prévention plutôt que trouver des solutions une fois qu'on est face au problème. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette troisième clé autour de définir vos limites et les faire respecter. Et pour faire respecter ces limites, ça paraît trivial, mais en fait, il faut pour les faire respecter, il faut les définir. Et vous allez me dire, mais bien évidemment, mais oui, mais bien évidemment, mais moi en coaching, je vois beaucoup de personnes qui me disent, bah oui, bien évidemment, mais quand je leur pose la question, qui est à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non, c'est pas si clair. Voilà, c'est des personnes qui en fait me disent j'ai perdu la maîtrise de mon agenda, je suis dépassée par les événements, voilà, et quand je leur dis oui, mais est-ce que vous êtes clair sur à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non aujourd'hui et à quoi vous aimeriez dire non dans le futur, bah, c'est pas si simple. Voilà. J'aimerais ne plus accepter telle réunion. Souvent on va dire inconscient, mais c'est pas clairement exprimé ou clairement clair dans la tête. Donc pour moi, la première étape que vous avez à faire, c'est de vous dire à quoi je dis oui, à quoi je dis non, et à quoi je dis oui aujourd'hui et auquel j'aimerais dire non. Et j'ose pas, voilà. Et donc là, c'est vraiment vous faites la colonne. Quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et j'ai bien dit, vous faites des colonnes parce que l'idée, c'est vraiment de le formaliser par écrit. C'est pas du tout la même chose si on se dit j'aimerais arrêter d'aller je sais pas moi m'occuper de la fête des écoles tous les ans parce que ça me prend trop de temps. Si vous le dites et si vous l'écrivez déjà, et dès que vous l'écrivez, ça prend un peu plus de poids, un peu plus de réalité. Et après, le truc tout bête, c'est que souvent, eh ben, on oublie de le communiquer. Et je vais faire un parallèle avec ce qui se passe souvent, par exemple, si on a envie d'avoir un cadeau particulier ou si on a envie de se faire offrir des fleurs à la Saint-Valentin par son conjoint, bah, si vous ne lui dites pas, ça peut souvent peu de chances d'arriver. Et là, c'est un peu pareil. Si vous ne dites pas aux gens quelles sont vos limites, bah, il n'y a aucune chance qu'ils les respectent. Voilà. Donc, je propose de passer sur l'exemple que j'ai mis, qui est l'exemple d'une Anne-Marie, qui est une personne que j'ai eue en coaching. Donc, c'était une indépendante. Donc, typiquement, le genre de personne qui, normalement, a la maîtrise de son propre agenda. Elle est indépendante, c'est elle qui décide ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Or là, elle travaillait quand même pour un donneur d'ordre. Et le constat, c'est qu'elle était en déplacement tout le temps. Et qu'elle n'avait plus aucun temps pour elle parce qu'elle rentrait de week-end, des fois le samedi matin, complètement épuisée, avec ses lessives à faire. Elle repartait le lundi matin. Elle avait une vie qui était tout sauf ce à quoi elle avait envie en partant dans l'indépendance et dans l'entrepreneuriat. On a fait quelque chose de très simple avec Anne-Marie, c'est qu'on a répondu à ces questions. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et son à quoi je dis non, c'était tout simple. Hein, c'était je ne veux pas me déplacer toutes les semaines. Je veux me déplacer au maximum une semaine sur deux. Et je ne veux plus me déplacer les lundis et les vendredis. Très clair. À quoi je dis non? Je dis non à ces déplacements-là. À me déplacer toutes les semaines et à me déplacer le lundi et le vendredi. Donc ça, c'était déjà une super étape. Et l'étape d'après, toute bête, bah, elle l'a envoyé à sa donneuse d'ordre. Elle a dit, bah, en fait, je ne veux plus me déplacer à telle date. Ça vous paraît peut-être, j'allais dire débile, mais voilà, elle a juste fait ça.
Et ce qui est génial, c'est qu'elle n'a jamais eu à dire non parce que sa donneur d'ordre a très bien compris et elle a juste mis en place les limites que Anne-Marie souhaitait et qu'elle avait juste jusque-là ni pris le temps de définir, ni pris le temps de communiquer. Voilà. Donc, vraiment, l'importance de définir ses limites. Voilà. Est-ce que ça vous parle sur les limites? Et même si c'est aussi lié à ses aspirations, subir ou tourner meilleur, petit colibri, etc. Vincent, je ne suis pas sûre d'avoir compris la remarque. Alors, c'est parce que je lis vite aussi quand on anime, on a Oui, non, un mais alors j'avoue que moi aussi je l'avais lu, mais je Ouais, sais pas. alors Je Vincent, pense que peut-être, si c'était vous en pouvez réaction à ce prendre la qu'on parole avait juste pour dit nous dire. Laquelle sur avant. l'imparfait? Sur le... Non, oui, mais si c'est aussi lié à ses aspirations, subir ou tu rends le monde meilleur, Ah, petit oui, colibri oui, extincteur. oui. Non, bah, en fait, oui, c'est très lié aux aspirations, au Ouais, sens quelle place ou pas je veux, enfin, quelle est quelque part ma mission de vie, entre guillemets. ouais. Et ça, c'est hyper individuel et en fonction de ça, bah, on peut en effet se fixer des ambitions qui sont peut-être trop fortes et il faut peut-être des fois amener à revoir ses aspirations au sens, enfin, je faisais le lien entre les deux concepts, en fait. Je sais pas si Et, c'est et, et, clair. et c'est très lié. Et en fait, on les a mis dans cet ordre-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a les aspirations, c'est vraiment c'est le chapeau qui va définir le cadre de toute la suite. Et puis après, c'est en fonction de ces aspirations on va définir les actions, les autorisations, les limites qu'on veut se définir pour cadrer par rapport à ces aspirations. Donc oui, oui, Vincent, merci beaucoup pour ça. Les aspirations, c'est le début de tout. C'est finalement qu'est-ce qui fait que je serai fière de moi, qu'est-ce que j'ai envie qu'on garde de moi à la fin de ma vie. Et c'est ça, quand on parle d'aspiration, hein, c'est aussi, en effet, Vincent, vous le disiez, qu'est-ce que je fais sur Terre, enfin, quelle est ma mission, quelle est la mission que je me donne, en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qui m'y a fait penser, une seconde, mais c'est y compris à l'intérieur de la vie perso, il y a la vie perso, voilà, la réflexion, penser, juste ne rien faire pour soi. Et puis il y a par ailleurs, parfois, moi je l'ai vécu et je sais que j'en ai beaucoup lâché, un surinvestissement dans des associations, quelles qu'elles soient. Et là, pour le coup, c'est de la vie perso, mais c'est pas le même perso. Voilà, juste la Oui. distinction aussi. Oui, 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 c'est un très bon point. Et en fait, et à nouveau, c'est chacun. C'est-à-dire que pour certains, l'implication dans les associations, elle va être ressource et elle va être considérée comme du perso. Et pour d'autres, elle va être plutôt sociale. Alors, on peut le mettre dans le familial slash social. Et elle va être plutôt, je m'impose ça parce que je veux répondre à ce que je pense que la société attend de moi. Et c'est ça qui est aussi très important. Et merci finalement de m'y faire penser, Vincent. C'est qu'en fait, quand vous travaillez sur vos aspirations, il faut que vous arriviez à vous dégager de ce que vous pensez que la société pense de vous, Oui. attend de vous. Excusez-moi. Donc vraiment vous dire qu'est-ce que moi je veux et pas qu'est-ce que je pense que mon conjoint veut, ma famille veut, la société veut de moi. Parce qu'en fait, vouloir répondre à des attentes qui ne sont pas les vôtres ne vous amènera jamais à une pleine sérénité et à un plein épanouissement et un alignement. Voilà. Donc on est bien évidemment influencé par les attentes des gens autour de nous. Ce qui est bien, c'est de se poser la question à un moment. Et je peux vous donner un exemple tout bête. Hein. Quand moi, j'ai divorcé, je faisais de l'escalade depuis des années. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je faisais de l'escalade parce que c'était l'activité de mon conjoint ou est-ce que c'est vraiment une activité qui me ressource? Voilà. Et j'ai conclu que c'était vraiment une activité qui me ressource. Mais j'aurais pu aussi prendre conscience que finalement, c'était l'activité de mon conjoint et que je l'avais fait pour lui. Voilà. Et donc, c'est ce type de questions qu'il faut être capable de se poser à un moment. C'est se dire, est-ce que je fais ça pour moi ou pas? Et donc, voilà, Vincent, je pense que la question pour l'implication dans les associations, elle est intéressante. Ouais, et j'en profite aussi parce qu'il y avait à un moment une question sur est-ce qu'il y a des quiz, des exercices par rapport à la définition de ces aspirations profondes. Alors, enfin, on peut en trouver, il existe des tas de choses, mais après, il y a plein d'approches différentes, et puis c'est vrai que chacun va finalement pouvoir les trouver de manière différente. En tout cas, il y a une chose qui est certaine et qui permet de faire le distinguo entre justement quelque chose qu'on va pouvoir faire parce que on pense que c'est bien, mais finalement qui ne nous ressource pas vraiment, ou quelque chose qui nous ressource vraiment, c'est de se dire, quand j'ai fait ça, quand je le fais, quand j'en reviens, est-ce que je me sens reboostée, je pétille, j'ai envie de faire plein de choses? Est-ce que si je suis allée faire cette activité alors que j'étais crevée, j'en ressors pareil ou avec une meilleure énergie, voire avec une bonne énergie? Et ça, c'est un assez bon indicateur du fait que ce soit quelque chose qu'on peut mettre
dans le cercle de mes aspirations profondes, si ça nous redonne vraiment de l'énergie, alors normalement, on est sur la bonne piste. Merci Marina. En synthèse, donc on vous a présenté donc les mythes qui sont les fausses idées qu'on peut avoir sur comment est-ce qu'on arrive à se libérer du temps pour soi et trouver ce fameux équilibre mythique. Ensuite, on vous a présenté 3 clés, donc le fait de devoir définir ses aspirations, de laisser tomber un petit peu un certain nombre de mécanismes, et là on s'est focalisé plutôt sur le perfectionnisme, mais comme on l'a dit, il y a d'autres mécanismes inconscients qu'on a tous et donc sur lesquels on peut travailler. Et puis, définir ses limites et les faire respecter. En synthèse et en conclusion, moi, ce que j'aimerais vous dire et peut-être vous faire prendre conscience, c'est que notre relation au temps, en fait, c'est une question d'état d'esprit. On peut être soit victime de son temps et subir son temps, soit en devenir maître, en fait. Et en devenir maître, ça veut vraiment ça veut dire savoir où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, où est-ce que j'ai envie de mettre mon temps. Voilà. Et une fois que déjà on a compris ça, enfin on a défini ça et qu'on est clair sur comment est-ce qu'on veut consommer son temps, comment est-ce qu'on veut dépenser son temps, eh ben, on peut prendre la maîtrise de son temps et on peut, là, à ce moment-là, ne plus subir, mais agir et donc aller travailler pour se rapprocher d'un équilibre qui soit le mieux possible pour soi. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, au-delà de toutes ces clés, c'est votre relation au temps qu'il faut aussi changer et vous dire que vous n'êtes pas obligé de le subir et que vous pouvez en reprendre la maîtrise. Voilà. Est-ce que ce qu'on vous a présenté jusque-là vous a parlé, et parce qu'on arrive à la fin, je dis jusque-là, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a j'allais dire des shifts, c'est pas un bon mot, mais des prises de conscience? Voilà, est-ce qu'il y a une des clés qui vous parle? Ouais, est-ce que vous avez une clé que vous avez envie d'essayer, de travailler, dont vous pensez qu'elle pourrait effectivement vous aider à améliorer quelque chose? C'est le moment, on a fini, hein, donc soit allumer le micro, on est une trentaine, je pense qu'on ne parlera pas tous en même temps, soit via le chat. Sentez-vous libre. Ouais. Alors, je vois une question de Mmh. Vincent qui me dit ça pourrait être intéressant de discuter à la fin la question de l'efficacité collective et les limites du télétravail. En tout cas, des réunions totalement ou partiellement en non présentiel, ça aussi, ça joue sur la quantité de temps passé pour atteindre un objectif, fait aussi le plaisir. Alors, Pardon Vanessa, c'était ouais, juste un exemple tout ouais, récemment et avec un client en l'occurrence, bon, plutôt un client interne, mais ça reste un client. On s'est rendu compte parce que j'avais un peu forcé l'idée de se faire la réunion vraiment en présentiel. Et à la fin de la réunion, on a pu autour d'un café, machin. Et si on l'avait pas fait comme ça en présentiel, eh ben, on n'aurait pas été mais 100 fois plus loin que le peu d'objectifs qu'on avait atteint pendant la réunion. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ouais. juste de dire attention quelque part à parfois ne pas se déplacer. Certes, on gagne du temps et on évite le temps du déplacement, etc. Par contre, on perd aussi, et c'est ma conviction personnelle en entreprise, beaucoup de choses, parfois beaucoup d'efficacité. Voilà. Ouais, et après, j'ai envie de dire ça, à nouveau, c'est très contextuel, c'est-à-dire ça va dépendre du type de réunion, ça va dépendre des personnes qui participent à la réunion. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant très, très longtemps en télétravail parce que j'ai bossé chez Sanofi où on était dans un environnement global. Et c'est vrai que le fait de faire des réunions à distance, ça nous évitait certains gros déplacements. Voilà, donc en fait, j'ai envie de dire c'est très, très contextuel. Rien ne remplacera jamais la réunion en présentiel et la discussion au café, mais le travail à distance a d'autres avantages et c'est aussi le besoin d'apprendre un peu une autre façon d'animer les réunions et de remplacer ces cafés à la machine par des cafés informels à distance, peut-être garder du temps à la fin de la réunion pour des échanges informels. Mais on est d'accord, Vincent, hein, il y a un impact sur la gestion du temps du fait de travailler à distance. Tout comme je disais, le télétravail avec la porosité que ça a créé entre la vie Ouais. pro et la vie perso. Enfin, et ça, c'est des Oui. choses qui sont indéniables. Évidemment, toute une question de répartition d'équilibre. Et pour le coup, avec ce client-là, en l'occurrence, on reste sur 9 fois sur 10, on est à distance, évidemment. Ouais, On est complètement ouais. en face. Ok. Je vois Arnaud qui dit que c'est difficile de mettre en œuvre.
clairement, Arnaud, moi je pense, l'équilibre pro-perso, c'est un long cheminement. Et à nouveau, en fait, il y a plein, ce que je disais, il y a des outils sur Internet, il y a plein d'outils qui sont à disposition. Et après, on va pas se mentir, hein, et je dis pas ça que parce que Marina et moi, on fait des accompagnements autour de ça, mais quand vraiment il y a une difficulté sur ces sujets-là, se faire accompagner, soit par quelqu'un comme Marina ou par moi qui suis coach, c'est se donner les moyens d'accélérer le processus en ayant quelqu'un qui va pouvoir vous questionner, vous faire vous challenger, vous faire l'effet miroir, là où en fait vous êtes en train de vous coller une exigence qui n'est pas la vôtre. Enfin voilà, mais c'est possible de le faire seul, bien évidemment, et se faire accompagner, ça peut être accélérateur. Là-dessus, Vanessa et Marina, moi je reste persuadé, et d'ailleurs pas que les femmes, même si les femmes ont sans doute le double inconvénient, entre guillemets, façon de parler, ou la double peine, de à la fois répondre aux injonctions que tous on a pu avoir, plus ou moins en fonction de l'éducation et de tout ce qu'on nous a dit quand on était môme et qu'on a quelque part totalement intégré et surintégré, plus les injonctions globalement faites aux femmes dans la société voilà, qui sont les nôtres. Euh, Moi, ma question, et c'est exactement en lien avec la question que tu soulevais juste avant, c'est qu'est-ce qui, dans les accompagnements et ou quelque part d'un point de vue psychologique, hein, fait que on ne peut pas quelque part se sortir soi-même de l'ornière dans laquelle on s'est fait mettre et depuis tellement de dizaines d'années parfois. Moi, je vois deux choses. Marina, je te laisse. Non, vas-y. Je suis bavarde, je suis désolée. Je pense qu'il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses qui me viennent en tête là, immédiatement. C'est les croyances limitantes. C'est qu'en fait, malheureusement, même si on essaie soi-même de voir quelles sont les injonctions qu'on a de la société, de notre famille, de notre éducation, de notre culture, même si on essaie de s'en mettre à distance, en fait, c'est très difficile parce que ce sont des croyances et notre mécanisme est fait pour que nous passions notre vie à confirmer et à ancrer nos croyances. Donc, en fait, à partir du moment où, par exemple, on est persuadé que pour être, j'en sais rien, moi, un bon papa, il faut aller chercher son enfant à l'école le soir, mais qu'il faut aussi rester jusqu'à 18h le soir pour être un bon professionnel, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, ce ne sont que des croyances. Et souvent, une personne n'est pas capable d'elle-même, seule, de remettre en cause ses croyances. Elle a besoin de quelqu'un qui va le confronter à ses croyances. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, ces croyances induisent des automatismes. Donc on a parlé du perfectionnisme, mais on pourrait parler aussi du fait plaisir, du fait des efforts, dépêche-toi, qui sont tout un tas d'automatismes qu'on a mis en place dans l'enfance en réflexion, en réaction à des remarques qui ont été faites par nos familles, par notre entourage, par l'école, qui font qu'en fait, on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand je dis se donner des autorisations, pour le perfectionnisme, par exemple, c'est possible de le faire seul. Mais c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un vous dit « Alors, t'en es où de cette petite autorisation que tu t'étais engagé à mettre en œuvre d'ici cette nouvelle séance qu'on a tous les deux ?» Voilà. Donc, en fait, tout est possible seul. Mais l'accompagnement va permettre vraiment de confronter, de faire l'effet miroir, de venir poser la question qui dérange, voilà, pour accélérer le processus et faire en sorte qu'on n'arrive pas à un équilibre à la veille de sa fin de vie. Voilà. Si la réponse te paraît… Oui, tout à fait. Au-delà des incertitudes, de l'inconnu qui génère un changement comme ça, finalement, c'est pas tant du ressort de la crainte de la suite que finalement même un deuil de ce qu'on a été malgré nous quelque part. Ouais. Okay. En fait, l'idée vraiment avec le coaching, c'est d'aller faire des prises de conscience. Moi, en coaching, j'apporte pas de solution, j'apporte des prises de conscience. Et l'idée, c'est vraiment de donner des outils, mais des outils de développement personnel et des outils personnels pour que la personne, elle puisse en plus continuer. Parce que je l'ai dit, l'équilibre pro-perso, c'est toute une vie.
Et l'idée, c'est aussi de pouvoir donner des outils qui vont permettre à la personne à un moment de se dire, bon, allez, finalement, mes aspirations, ça va plus, c'est plus les mêmes qu'avant. Mes enfants, ils sont partis de la maison, je peux plus avoir les mêmes aspirations que quand ils avaient 10 ans. Donc, comment je fais? Je me repose, je me redis quelles sont les aspirations, comment j'avais fait avec Vanessa ou avec Marina à ce moment-là, et je refais l'exercice. Et cette histoire des autorisations, une fois que j'ai compris la mécanique, et après mes 10 séances de coaching, ah ouais, Vanessa ou Marina, elle m'avait dit qu'une fois que j'ai identifié la limitation, je me définis une première autorisation. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est confronter, faire des prises de conscience et donner des outils qui vont permettre toute sa vie de continuer à utiliser le coaching. En fait, moi, quand je vends du coaching, c'est vraiment du one-shot. Hein. Je fidélise pas mes clients, je leur demande plutôt de me ramener des amis à eux, mais je fidélise pas. L'idée, c'est vraiment de donner une fois des outils qui vont servir toute la vie. Après, si les gens veulent rebosser avec moi, ils peuvent, mais c'est pas mon objectif. Alors, il y a quelqu'un Ouais, qui fait... pardon. Et Marina, si tu Ouais. voulais aussi Non, rajouter. ben, moi, j'avais évidemment à peu près le même genre de réponse, notamment le fait que, enfin, c'est presque comme les cours de musique, on peut apprendre un instrument tout seul, mais c'est vrai que quand on sait qu'on a un cours chaque semaine, qu'en plus on peut quand même avoir des conseils, et qu'on est un peu redevable à notre professeur de faire des progrès, ben on avance plus vite, et c'est comme ça dans énormément de domaines. Alors, est-ce que Berthe essaie de lever la main, ou est-ce que c'est juste un effet de la caméra? On n'entend pas, par contre, je sais pas si... Alors, je me permets juste de lire tout haut, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, Anne qui nous dit que pendant le webinaire, elle a étalé une lessive, fait un gâteau pour le goûter de l'école et commencé du repassage. Elle a encore du chemin à faire pour arrêter de vouloir que tout soit parfait. Et après, ma réponse, Anne, c'est si c'est juste pour toi de faire tout ça en même temps, Oui, il n'y a pas de c'est bien. problème. Là où c'est un problème, c'est si ça n'est pas juste, si ça génère de la fatigue, si ça génère de l'épuisement intellectuel, du surmenage, etc. Mais certaines personnes ont besoin de ça pour se sentir soit vivante, soit bien, soit voilà. Donc en fait, et c'est toute la difficulté de l'exercice, et c'est pour ça que l'équilibre pro-perso, je recommande de le travailler en individuel, en coaching et pas en groupe, parce qu'en fait, chacun a vraiment ses spécificités par rapport à ça. Voilà. Mais merci Alors, Anne pour... Christelle, merci ouais. beaucoup. Ah ouais, et de toute façon, ça va être l'heure, hein, donc bon après-midi. Voilà. Donc moi, je dis juste, Marina et moi avons mis nos coordonnées, donc site internet, sur mon site internet et sur Marina, il y a les coordonnées pour nous joindre. Si vous voulez en discuter plus avant, voilà, n'hésitez Vous- pas à nous contacter l'une ou l'autre, ça sera avec plaisir. Moi, voilà, et puis j'offre via les alumni, vous ouais, voilà. aurez, je pense aussi peut-être nos contacts et donc le replay, puisque à nouveau, ça a été enregistré si jamais euh, vous avez envie de le re-regarder ou de le Ou transmettre à quelqu'un de d'autre. le pousser à d'autres personnes. Parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être concernés. Vanessa, j'ai juste une mini remarque, parce qu'on est aussi des managers parfois, sur le sujet de l'intériorisation du perfectionnisme. C'est Mm. aussi, on a un rôle énorme à jouer, et je pense que Ouais. par ricochet, ça joue sur toute l'organisation, de bien préciser que, attention, là, tu es en train de surinvestir, non, non, ou c'est pas urgent, ou ça me suffit largement, tu vois, enfin, voilà, c'était aussi l'effet miroir de ça, voilà. Ouais, et merci Vincent, c'est très intéressant parce que moi, ça fait partie en coaching, par exemple, surtout avec des managers, j'essaie vraiment de faire aussi beaucoup d'apports pédagogiques sur ces principes. Par exemple, les principes des pilotes inconscients, qu'on appelle aussi drivers de l'analyse transactionnelle, parce que c'est des vrais outils pour les managers aussi. C'est-à-dire que quand dans votre équipe, vous êtes capable, au-delà du disque et tout ça, ces petits outils tout simples qui vous concernent, ils concernent aussi voilà, vos collaborateurs, et vous rendre compte qu'il y a une personne qui est ultra perfectionniste, qu'il y en a une qui est une vraie sauveuse ou un vrai sauveur, etc. Ça peut vous aider à savoir aussi comment travailler avec eux pour les faire évoluer. Parce que bien évidemment, hein, vous l'avez tous remarqué, ceux qui sont managers, on vous demande de plus en plus d'être des managers coach, et donc c'est des compétences qui peuvent être intéressantes pour vous. Bien. Super, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci Voilà, Vanessa et Marina, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis merci surtout Patrick. d'avoir respecté le timing, c'était vraiment obligatoire aujourd'hui. Merci pour vos C'était la moindre conseils. des choses quand même, vu le thème. Et bonne journée à tous. Bonne journée à Voilà, tous. merci, bon après-midi.
Bonne journée.